Avril 1991. Au cœur d'une Allemagne de l'Est en ruine, un homme ose l'impensable, s'endetter à vie pour un monstre d'acier rouge venu d'Amérique, le Casiach Magnum. Pour son village, ce n'est pas un progrès, c'est une haute trahison. Bernd Hoffmann est seul contre tous. Ses voisins crachent sur son passage. La nuit, on verse du sucre dans son réservoir pour tuer son moteur. Mais quand une inondation catastrophique menace de tout engloutir, ce traître et sa machine deviennent leur unique espoir. Voici l'histoire vraie d'un pari suicidaire, d'un sabotage ignoble et d'une rédemption par la boue. Vous ne devinerez jamais le prix qu'il a dû payer pour sa liberté. Avant de plonger dans cette saga de fer et de trahison, j'ai une question pour vous. Depuis quelle ville ou quel village regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de voir jusqu'où résonne notre passion commune pour le machinisme agricole. Si vous aimez les histoires vraies, intenses et techniques, laissez un gros pouce bleu maintenant et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'est fait? Alors, grimpez en cabine. On retourne en 1991. La poussière de la route départementale ne retombait que lentement sur les façades grises et effritées de Kelda, une petite bourgade au cœur de la Thuringe, en cette matinée moite d'avril 1991. C'était une époque charnière, suspendue entre deux mondes, où l'air lui-même semblait imprégné d'une odeur singulière, mélange âcre de changement et de déclin. On y respirait les effluves agressifs du mélange de temps des trabants, l'odeur omniprésente et lourde du chauffage au lignite qui s'accrochait aux vêtements, et quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui avait presque un goût métallique sur la langue. Bernd Hoffmann se tenait devant le portail de la ferme paternelle, les mains enfouies si profondément dans les poches de sa veste de travail tachée de graisse que les coutures menaçaient de craquer. Son regard était figé, rivé sur l'extrémité de la rue, là où le bitume semblait se liquéfier dans la lumière tremblante du soleil de midi. D'abord, ce ne fut qu'un fin tremblement, une vibration imperceptible remontant le long des jambes jusqu'au creux de l'estomac, avant même que le son ne parvienne à ses oreilles. Et ce qu'il entendit alors n'avait rien de commun avec la symphonie mécanique habituelle de l'Est. Ce n'était pas le hurlement aigu et strident d'un Ford ZT 323 à bout de souffle, un son qui avait rythmé les 10 dernières années de sa vie. Ce n'était pas non plus le rugissement creux et caverneux d'un Kirovec A700, ce monstre soviétique auquel il s'était habitué lorsqu'il dirigeait sa brigade au sein de la coopérative agricole, la LPG, Étoile Rouge. Non, c'était un son nouveau, une basse profonde, saturée, un grondement de tonnerre maîtrisé qui dégageait une telle autorité que les vitres des vieilles maisons paysannes se mirent à teinter doucement dans leur cadre de bois pourri. Un porte-char bleu foncé, massif, tourna lentement au coin de la rue. Ses freins pneumatiques chuintèrent comme un serpent furieux prêt à mordre. Et là, trônant sur son immense plateau, il apparut, un géant d'un rouge flamboyant, un Casiach Magnum 7120. Le cœur de Bernd s'emballa, cognant contre ses côtes jusqu'à ce qu'il entende le sang marteler ses tempes. Le rouge de la machine brillait avec une intensité presque obscène, une nouveauté agressive qui blessait presque le regard dans cet environnement morbide, dominé par la grisaille de l'ancienne Allemagne de l'Est. Lorsque le camion s'immobilisa dans un soupir hydraulique juste devant son portail, un phénomène se produisit que Bernd n'oublierait jamais. Dans toute la rue, comme obéissant à un signal invisible, les fenêtres s'ouvrirent presque simultanément. Il vit Manfred, son ancien adjoint de brigade, debout près de la clôture de la maison voisine. Manfred portait encore sa casquette délavée de la LPG et sa combinaison grise, uniforme d'un temps révolu. Mais son visage était figé en un masque dur, sculpté par le mépris. Il ne regardait pas le tracteur, cette merveille technologique venue de l'Ouest. Il fixait Bernd droit dans les yeux. Lentement, délibérément, Manfred racla sa gorge et cracha un jet de jus de tabac sur le sol poussiéreux entre eux. Puis, sans un mot, il tourna les talons et rentra chez lui, claquant la porte. Bernd comprit instantanément la portée de ce geste. Aux yeux de ceux qui attendaient encore passivement la liquidation par la Treuhandanstalt, de ceux qui ignoraient comment ils nourriraient leur famille le mois suivant, Bernd Hoffmann n'était pas un pionnier audacieux. Il était un Widerrichter, un de ces réinstallés qui avaient vendu le rêve du collectif pour un morceau de ferraille rutilant venu de l'Ouest. Il était devenu, en une seconde, l'étranger dans son propre village. Avant de juger cet homme debout dans la poussière, toisant le mépris de ses anciens camarades, il faut comprendre que cet achat n'était pas un caprice de nouveau riche, mais un acte de survie désespéré. L'année 1991 était le Far West de l'agriculture est-allemande, une époque sauvage où les certitudes s'effritaient aussi vite que le mur de Berlin. La loi sur l'ajustement agricole avait forcé les coopératives, les fameuses LPG, à la liquidation ou à la transformation brutale, et des hommes comme Bernd Hoffmann avaient sauté sans parachute dans le vide du capitalisme agraire. Bernd avait 38 ans, l'âge où l'on est trop vieux pour recommencer à zéro, mais trop jeune pour abandonner.
Il avait été l'un des premiers de sa brigade à comprendre que la LPG Rotestern n'avait aucune chance de survie. Les 4500 hectares qu'ils avaient cultivés ensemble, comme une seule entité monolithique, s'étaient fragmentés du jour au lendemain en un puzzle chaotique de milliers de revendications de propriété. La réinstallation, ce retour tant vanté à la ferme familiale privée, était désormais légalement possible, mais c'était un champ de mine bureaucratique et émotionnel. Bernd avait réussi, non sans peine, à rassembler 120 hectares, les terres de ses ancêtres et quelques parcelles louées à des voisins désespérés. Mais 120 hectares à cultiver avec le parc matériel obsolète et usé jusqu'à la corde de l'ancienne RDA, c'était une entreprise vouée à l'échec avant même le premier tour de roue. Les tracteurs Fortschritt, comme le ZT300 ou le plus récent ZT323, étaient certes des machines robustes, conçues pour durer une éternité tant que l'on possédait un lourd marteau et suffisamment de graisse. Mais leur efficacité, comparée aux standards de l'Ouest, ressemblait à une mauvaise blague. Un Fortschritt ZT323 développait sur le papier une centaine de chevaux, mais il engloutissait des quantités de diesel qui, dans une économie de marché libre, faisaient exploser n'importe quel cadre prévisionnel. Les cabines étaient des boîtes de résonance infernales, bruyantes, brûlantes en été, glaciales en hiver, et d'une ergonomie catastrophique. Quiconque avait labouré 10 heures sur un ZT sentait ses os craquer 3 jours plus tard. Bernd le savait. S'il voulait survivre, il lui fallait de la force de frappe. Il lui fallait une fiabilité absolue. C'est cette logique implacable qui l'avait conduit, en février 1991, chez un concessionnaire de l'Ouest, près de Cassel. Il s'était senti comme un cosmonaute débarquant sur une planète étrangère. Le vendeur, un type lisse à la chemise immaculée nommé M. Weber, avait immédiatement flairé que Bernd n'avait aucune notion des prix occidentaux ou des subtilités du leasing. Weber avait tapoté l'aile du Magnum 7120 d'occasion avec une tendresse presque obscène. « Monsieur Hoffman, avait-il dit, ceci n'est pas une machine, c'est de l'art en fer américain. Moteur cumin de 8,3 litres, 6 cylindres turbo, 155 chevaux à la prise de force, transmission full power shift avec 18 rapports avant. Vous labourez pendant que vos anciens collègues sont encore en train de purger les pompes d'injection de leurs ZT avec la bouche. » La promesse était enivrante, mais le prix fut un choc qui coupa presque le souffle à Bernd. 142 000 Deutschmarks, pour un modèle de 1988 affichant près de 3 000 € au compteur. Une fortune. À titre de comparaison, un ouvrier moyen en Thuringe gagnait à peine 1200 marks par mois à cette époque. Pourtant, Bernd Hoffman avait signé le contrat de crédit à la Raiffeisenbank nouvellement ouverte. Sa main tremblait tellement que le banquier, un jeune homme aux lunettes fines, lui avait proposé un verre d'eau. Le taux d'intérêt était fixé à 9,5%, un taux meurtrier qui ne tolérait aucune erreur, aucun retard, aucune mauvaise récolte. Pour obtenir ce prêt, Bernd avait tout hypothéqué, la terre de ses ancêtres, la maison de ses parents, son passé et son avenir. Il avait mis sa vie entière en gage sur le rouge. C'était pour cela qu'il se tenait là aujourd'hui, le dos raide face au crachat de Manfred. Il ne pouvait plus reculer. Il n'avait pas acheté un tracteur par vanité, il avait acheté le droit de ne pas mourir avec le vieux monde. Lorsque les pneus arrière massifs du Magnum, larges comme des tonneaux de bière, touchaient enfin le pavé inégal de la cour, une vibration sourde se propagea dans le sol, remontant à travers les semelles usées des bottes de Bernd. Le chauffeur du camion, un homme à la moustache fournie, lui tendit les clés avec un clin d'œil complice, comme s'il lui remettait l'arme d'un crime parfait. « Bonne chance, camarade. Avec ça, tu vas retourner la moitié de la Thuringe avant le petit déjeuner. » Le camion repartit, laissant Bernd seul face à la bête. Il posa la main sur l'échelle d'accès. Le métal était froid, solide, sans le moindre jeu. Il grimpa les marches, non pas comme un paysan montant sur son tracteur, mais avec la gravité d'un pilote rejoignant son cockpit. Il ouvrit la portière. L'intérieur sentait le plastique neuf, le vinyle et une pointe d'huile synthétique, une odeur clinique, radicalement différente des remubles de graisse rance et de poussière de charbon qui imprégnaient les cabines des Ettor ou des Fortschritt. Il s'assit. Le siège, une merveille de technologie à suspension pneumatique, s'affaissa doucement sous son poids avant de se stabiliser avec un chuintement respectueux, épousant la forme de son dos comme un fauteuil de direction. Bernd ferma la portière. Le bruit du monde extérieur, le vent, les oiseaux, les murmures du village, fut instantanément coupé, remplacé par un silence ouaté, hermétique. C'était la première fois de sa vie qu'il se sentait isolé, protégé, non plus victime des éléments, mais maître de son environnement. Devant lui, le tableau de bord s'étendait, ergonomique et logique. Pas de levier récalcitrant qu'il fallait manœuvrer à deux mains, pas de pédale dure comme de la pierre. Le levier de la transmission full power shift
tombait naturellement sous sa main droite, une simple commande qui promettait de dompter la terre sans jamais débrayer. Il inséra la petite clé dans le contact et la tourna. Le démarreur émit un sifflement électrique, bref et net, suivi immédiatement par l'éveil du monstre. Le moteur Cummins 6 de 8,3 litres n'explosa pas dans un vacarme de ferraille entrechoquée comme les vieux diesels de l'Est, qui toussaient des nuages noirs avant de trouver leur rythme. Non, le 6 cylindres américain s'anima avec une précision presque turbinaire. C'était un grondement profond, une basse continue et veloutée qui faisait vibrer le châssis d'une force contenue. L'aiguille du contour bondit et se stabilisa instantanément. 155 chevaux attendaient, dociles, ne demandant qu'à être libérés. Bernd sentit cette puissance résonner dans sa propre poitrine, une fréquence qui annulait la peur pour ne laisser place qu'à une ivresse pure. Mais lorsqu'il leva les yeux, par-delà le capot rouge qui s'étendait devant lui comme la proue d'un brise-glace, il vit son père. Karl Hoffmann se tenait près de l'étable, appuyé sur sa canne en bois de frêne. À 70 ans, Karl était un livre d'histoire vivant. Il avait survécu à la guerre, à l'expropriation par les Soviétiques, à la collectivisation forcée des années 50, et maintenant, il assistait à ce retour brutal au privé. Dans ses yeux délavés, Bernd ne lut aucune fierté. Il n'y vit qu'une inquiétude abyssale, plus profonde que les rides qui ravinaient son visage. Bernd coupa le contact. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Il ouvrit la porte et se pencha. « C'est l'avenir, papa » lança-t-il, sa voix trahissant une pointe de défi alors qu'il tapotait le volant gainé de cuir. « Écoute ce moteur. » Il ne fume même pas. Karl s'approcha lentement, traînant la jambe, et posa sa main noueuse sur l'énorme pneu avant, comme s'il touchait une bête sauvage endormie. « L'avenir a une couleur rouge. Oui, mais elle ne vient pas de Moscou cette fois. Elle vient d'Amérique, » murmura le vieil homme en secouant la tête. « Les gens au village, Bernd, ils disent que tu as pactisé avec le diable. Ils disent que tu veux t'élever au-dessus d'eux, que tu as trahi le collectif dans lequel nous avons tous souffert et survécu ensemble. Tu crois qu'ils vont oublier ça? Le collectif n'existe plus, cria presque Bernd, la frustration de ces derniers mois remontant à la surface. Manfred et les autres sont assis au bistrot à attendre des indemnités de la Treuhand qui ne viendront jamais. Ils attendent un miracle. Moi, je n'attends pas. Je travaille. Quand j'aurai fini avec ce magnum, mon blé sera en terre alors que leurs Fortschritt seront encore en train de s'embourber. Ils ne te le pardonneront pas, fils, répondit Karl en reculant d'un pas, comme si la chaleur du moteur le brûlait. Tu as la machine, c'est vrai, mais est-ce que tu as encore un village? Bernd ne répondit pas. Il remonta la vitre, s'enfermant à nouveau dans sa bulle climatisée, seul avec ses 155 chevaux et ses dettes. La première nuit à Kulda après l'arrivée du KZH Magnum ne fut pas une nuit de repos, mais une veillée d'armes. Bernd Hoffmann gisait, les yeux grands ouverts, dans son lit étroit à l'étage de la vieille ferme. Il fixait le plafond où dansaient les ombres des nuages passants, tandis que dehors, le vent de Turin sifflait lugubrement entre les tuiles disjointes. Mais ce n'était pas le vent qui nouait son estomac. C'était le silence. Un silence anormal, lourd, presque menaçant, qui s'était abattu sur le village dès que le moteur du géant rouge s'était tu. Il savait que personne ne dormait vraiment cette nuit-là. La jalousie et la peur tenaient le village éveillé, tout comme les dettes tenaient Bernd en alerte. Vers 2 heures du matin, l'angoisse devint physique, une démangeaison sous la peau qu'il ne pouvait ignorer. Il rejeta sa couverture, enfila ses bottes en caoutchouc et sa vieille parka ouatée par-dessus son pyjama, puis descendit l'escalier qui craquait à chaque pas, comme pour dénoncer sa paranoïa. Il devait voir la machine. Ce n'était pas de l'orgueil de propriétaire, c'était la peur viscérale de celui qui a tout misé sur une seule carte. Il sortit dans la cour. La lune blafarde se reflétait sur le capot écarlate du Magnum, lui donnant l'air d'une bête tapie dans l'ombre, une créature mythologique échouée dans la boue d'une ferme en faillite. Bernd s'approcha, ses sens en alerte. Il fit le tour du tracteur, inspectant les pneus, les rétroviseurs. Tout semblait intact. Il allait repartir, se traitant d'idiot, lorsque son regard s'arrêta sur le réservoir de carburant, situé sur le flanc gauche. Le bouchon n'était pas vissé à fond. Il se souvenait pourtant distinctement de la résistance du joint lorsqu'il avait fait le plein avec ses premiers bidons de diesel de l'Ouest. Une main glacée lui serra le cœur. Il s'approcha et dévissa complètement le bouchon. Il porta l'ouverture à son nez. L'odeur familière, huileuse et piquante du gazole monta à ses narines, mais elle était corrompue. Il y avait une note de fond, écœurante, doucereuse, qui n'avait rien à faire dans un réservoir. Il plongea l'index dans le liquide sombre et le porta à ses lèvres. Il recracha immédiatement, pris de nausée. Du sucre, des grains fins, poisseux, se mélangeant au carburant. Le sucre dans le réservoir,
L'arme du lâche, le sabotage classique des rancuniers. Bernd s'effondra presque contre l'énorme roue arrière, les jambes coupées. Il visualisa instantanément la catastrophe mécanique qui avait failli se produire. S'il avait tourné la clé au matin, le moteur cumin aurait aspiré ce mélange mortel. Dès que la température de combustion aurait monté, le sucre aurait fondu, puis caramélisé dans les chambres d'injection. Une substance dure comme du verre aurait enrobé les têtes d'injecteurs, soudé les segments aux parois des cylindres et grippé les pistons en quelques minutes. Le moteur de 142 000 marks se serait transformé en un bloc de ferraille inerte, irréparable. La rage monta en lui, une colère froide et méthodique. Il ne cria pas, il ne réveilla pas son père. Il courut à l'atelier, revint avec une pompe manuelle, des seaux vides et une caisse à outils. Il commença le travail de forçat. Il fallut aspirer chaque litre de carburant contaminé, recrachant la bile et le goût de diesel qui lui brûlait la gorge. Il démonta les filtres à gazole, ses doigts gourds glissant sur le métal froid, priant pour que les cristaux n'aient pas encore atteint la pompe d'injection Bosch. Il nettoya, rinça, purgea, encore et encore, dans le froid mordant de la nuit, éclairé seulement par le faisceau tremblant de sa lampe torche. Chaque tour de clé, chaque coup de pompe était une déclaration de guerre. Il voulait le briser. Il voulait voir le baron rouge à genoux. Il ne l'aurait pas. Quand l'eau commença à teinter le ciel d'un gris sale, Bernd était couvert de cambouis puis le gazole, mais le système d'alimentation était vierge. Il avait sauvé le cœur de sa machine. Il se redressa, les muscles endoloris, et regarda vers les maisons endormies du village. Il savait maintenant que ce ne serait pas seulement un travail agricole. Ce serait un combat. L'aube sur Kölda n'apporta aucune douceur, seulement une lumière crue qui révélait les cernes profonds sous les yeux de Bernd. Il n'avait pas dormi, mais le nettoyage forcené du réservoir avait agi comme une drogue, remplaçant le sommeil par une adrénaline froide et coupante. À 6 heures précises, il grimpa dans la cabine. Le moteur cumin, désormais purgé et gavé de diesel propre, rugit avec une vigueur renouvelée, comme s'il remerciait son maître de l'avoir sauvé de l'empoisonnement. Bernd ne perdit pas une seconde. Il attela la charrue Querland à 5 socs, un autre investissement qui pesait lourd sur son crédit, et prit la direction du Grand Angers, une parcelle de 30 hectares de terre noire et lourde, une glaise grasse qui avait brisé plus d'un essieu de Fort Street par le passé. Arrivé en bout de champ, Bernd abaissa le relevage hydraulique. Il s'attendait, par habitude, à sentir le tracteur s'affaisser, le moteur s'étouffer sous l'effort titanesque de déchirer la croûte terrestre. Mais le Magnum ne broncha pas. Les 5 socs s'enfoncèrent dans le sol avec un bruit de succion satisfaisant, et la terre de Thuringe, compactée par un hiver rigoureux, s'ouvrit comme une fermeture éclair. C'est là que la magie de l'Ouest opéra. Sur son ancien RT 323, chaque changement de vitesse dans ce genre de sol nécessitait un arrêt, un coup de débrayage brutal, des jurons et souvent un marteau pour décoincer le levier. Ici, Bernd poussa simplement le petit levier de la transmission full power shift vers l'avant. Pas de pédale d'embrayage, pas d'à-coup, juste une poussée continue, ininterrompue. Le tracteur bondit littéralement en avant, passant de la 4e à la 5e vitesse sous pleine charge, le turbo sifflant sa puissance. C'était plus que de l'agriculture, c'était de la conquête. Bernd regarda derrière lui. Les sillons étaient rectilignes, profonds, parfaits. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit invulnérable. L'illusion de toute puissance dura exactement 2 heures. Vers 9 heures, un point vert apparut à l'horizon, rebondissant sur les ornières du chemin vicinal. Ce n'était pas un tracteur, mais une Lada Niva, le véhicule de service ubiquiste des bureaucrates de la région. La voiture s'arrêta en travers de la fourrière, bloquant le passage du Magnum. Un homme en sortit, serrant une mallette en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. C'était Herr Meyer, de la Treuhandanstalt, l'agent chargé de la privatisation des biens de l'ex-RDA. Meyer portait un costume gris bon marché et des chaussures de ville déjà maculées de boue. Il fit signe à Bernd de couper le moteur. Le silence retomba sur le champ, seulement troublé par le cliquetis du métal chaud du tracteur et le chant d'une alouette. Meyer ne prit pas la peine de monter sur le marchepied. Il tendit une enveloppe officielle vers la cabine ouverte. « Monsieur Hoffmann, commença-t-il d'une voix nasillarde qui semblait faite pour lire des règlements, vous devez arrêter immédiatement. Il y a un problème juridique concernant vos baux sur les terres de l'ancienne LPG. » Bernd sentit le sang quitter son visage. « De quoi parlez-vous? J'ai signé les contrats. La banque a validé le prêt sur ses garanties. » Une objection formelle a été déposée ce matin par Manfred Schmidt et un collectif de 10 anciens membres, expliqua Meyer sans aucune émotion, ajustant ses lunettes. Il réclame une réattribution des surfaces à la nouvelle SARL, agricole en formation. Il invoque une vise de procédure dans la restitution.
jusqu'à ce que le tribunal administratif tranche, ces terres sont gelées. C'est une injonction de cesser, Monsieur Hoffman. Si vous continuez à labourer, vous commettez une infraction pénale. Bern regarda le papier, puis Meyer, puis l'immensité du champ à moitié labouré. Manfred ne s'était pas contenté du sucre, il utilisait maintenant l'arme atomique de la bureaucratie. S'il arrêtait maintenant, avec ses dettes qui couraient à chaque seconde, il était mort. La banque saisirait le magnum avant même que la première récolte ne soit levée. Le tribunal pouvait prendre des mois, voire des années. C'était une condamnation à mort déguisée en procédure administrative. « Je ne suis qu'un messager, Hoffman », dit Meyer, reculant prudemment vers sa Lada, sentant la tension monter dans la cabine au-dessus de lui. « Ne faites pas l'idiot. Coupez le moteur et rentrez chez vous. » Bernd regarda ses mains sur le volant. Elles étaient noires de graisse, tremblantes de rage. Il regarda le sol, ce sol que sa famille travaillait depuis 4 générations. Puis il regarda le levier de vitesse. Il ne répondit pas à Meyer. Il ferma la porte de la cabine, étouffant les protestations du fonctionnaire. Il remonta le régime moteur à 2000 tours. Le grondement du 6 cylindres couvrit les cris de Meyer qui agitait les bras. Bernd enclencha la marche avant, abaissa la charrue et lâcha les freins. Le magnum s'élança. Il ne s'arrêterait pas. Il allait créer des faits accomplis, sillon après sillon, enterrant les procédures judiciaires sous des tonnes de terre retournées. Meyer dut sauter dans le fossé pour éviter d'être éclaboussé par la vague de boue soulevée par les roues jumelées. Bernd ne regarda pas en arrière. Il labourait désormais hors la loi. 3 jours après la confrontation dans le champ du Grand Angers, le ciel de Turin se ferma comme un couvercle de plomb. Ce n'était pas une pluie bienfaisante, de celles qui font lever le blé, mais un déluge froid et implacable qui transforma la terre fraîchement retournée en un bourbier impénétrable. Enfermé dans l'atelier de la ferme, bercé par le martèlement incessant des gouttes sur le toit en tôle ondulée, Bernd profitait de cette pause forcée pour effectuer l'entretien des 50 premières heures. Le Magnum 7120 reposait au sec, imposant dans la pénombre de la grange, sa carrosserie rouge luisant faiblement sous la lumière d'une ampoule nue. Bernd passait un chiffon sur le bloc moteur, essuyant méticuleusement la poussière accumulée, lorsqu'une odeur familière l'arrêta net. Du gazole. Encore. Son estomac se noua, le souvenir du sucre dans le réservoir étant encore à vif. Il approcha sa lampe de poche du système d'injection. Là, sur le 3e cylindre, le métal de la conduite haute pression brillait d'une humidité suspecte. Il passa le doigt. C'était gras. Il demanda à son père, qui somnolait sur une chaise dans un coin de l'atelier, de donner un coup de démarreur. Le moteur s'ébroua immédiatement. Un fin brouillard, pulsant au rythme des pistons, jaillit du tuyau. Skit, skit. Une fissure capillaire, invisible à l'œil nu, s'était ouverte dans le métal. Sans doute un défaut de fabrication ou une vibration excessive durant le transport, un vice caché que le concessionnaire Weber avait omis de mentionner. Bernd fit signe de couper le moteur. Le silence retomba, seulement troublé par la pluie et le tic-tac du métal qui refroidissait. C'était une panne banale, ridicule même. Un simple tuyau en acier courbé, long de 30 cm. Sur un Ford Swift, Bernd aurait marché jusqu'à l'établi, fouillé dans une caisse de pièces de récupération, tordu un tuyau compatible à la main, et le tour était joué en 10 minutes. Au pire, il aurait appelé le dépôt central de la LPG et un mécanicien serait passé avec la pièce dans l'heure. Mais la RDA n'existait plus et le dépôt était vide. Bernd démonta la pièce défectueuse et la tint dans sa main. Elle ne pesait rien, mais elle pesait soudain le poids de sa dette tout entière. Il chercha dans ses boîtes de raccords. Rien ne correspondait. Les filetages des tracteurs de l'Est étaient en métrique standard. Le cumin, lui, était un bâtard transatlantique. Le bloc était américain, la pompe d'injection une Bosch allemande, mais les raccords suivaient des normes impériales que personne en Thuringe ne connaissait. Il essaya de forcer un écrou de 17 mm, il nageait. Un de 16 mm ne rentrait pas. C'était du 5/8 de pouce ou une autre mesure exotique qui n'existait pas dans son monde. L'horreur de la situation le frappa de plein fouet. Il possédait la machine la plus moderne du district, un investissement de 142 000 marks, et elle était réduite à l'état de sculpture immobile par un tube de métal qui ne valait pas 50 marks. Il était isolé. Il n'y avait aucun concessionnaire quasi-âge dans les nouveaux Länder. Pas de stock, pas de logistique, pas de coursier de nuit. Le mur de Berlin était tombé, mais un rideau de fer logistique s'était abattu à sa place. Pour obtenir cette pièce, il ne pouvait pas simplement passer un coup de fil. Il était sur une île déserte technologique. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, noyant les champs, et dedans, le Magnum restait muet, paralysé par sa propre singularité.
Bernd comprit alors que la liberté avait un prix qu'il n'avait pas anticipé, la solitude absolue face à la panne. Le voyage vers l'ouest ne fut pas une épopée glorieuse, mais une humiliation lente et bruyante au rythme d'un moteur 2 temps. Bernd avait pris le volant de sa vieille Wartburg 353, une berline couleur moutarde dont la carrosserie vibrait dès qu'elle dépassait les 90 km à l'heure. Sur les autoroutes impeccables de l'Allemagne de l'Ouest, au milieu des Mercedes et des BMW qui filaient comme des balles de fusil, il se sentait comme un intrus, un vestige d'une époque révolue traînant son panache de fumée bleue. Il traversa l'ancienne frontière près de Duderstad, là où les miradors se dressaient encore comme des squelettes de béton, dépouillés de leurs mitrailleuses mais non de leur aura menaçante. Il roula 6 heures durant, les mains crispées sur le volant fin en bakélite, jusqu'à atteindre la ville industrielle de Neuss, le cœur battant de KZH en Europe. Il n'avait pas l'argent pour une chambre d'hôtel. Il gara la Wartburg sur un parking de zone industrielle, à l'ombre de l'immense logo rouge et noir de l'usine qui tournait lentement dans la nuit. Il rabattit son siège, s'enroula dans une couverture qui sentait le chien et tenta de dormir. Mais le froid de l'acier et le vacarme incessant des camions de livraison le maintinrent dans un demi-sommeil fiévreux, hanté par l'image de son Magnum immobile et de la pluie qui continuait de noyer la Thuringe. À 7 heures du matin, lorsque les portes de l'entrepôt s'ouvrirent, Bernd était le premier dans la file. Il avait l'air d'un spectre, les yeux cernés de rouge, la barbe de 2 jours piquante, ses vêtements froissés portant l'odeur rance de son voyage. Il entra dans le hall de réception des pièces détachées. Tout ici respirait l'ordre et la prospérité. Le sol était si propre qu'on aurait pu y manger, les magasiniers portaient des blouses sans une tache, et les ordinateurs bourdonnaient doucement. Bernd, avec ses bottes crottées et ses mains imprégnées de graisse indélébile, détonnait comme une tache d'encre sur une nappe blanche. Il s'approcha du comptoir. De l'autre côté se tenait un homme massif, la cinquantaine, dont le badge indiquait Hans Peter, chef magasinier. Il regarda Bernd par-dessus ses lunettes, un mélange de suspicion et de pitié dans le regard. « Je ne sers pas les particuliers ici, dit Hans Peter avant même que Bernd n'ait ouvert la bouche. Vous devez passer par votre concessionnaire régional. C'est la procédure. » Bernd posa la pièce fissurée sur le comptoir immaculé. Le métal tinta froidement. « Mon concessionnaire est un escroc à Cassel qui m'a vendu une machine avec un vis caché. Je viens de Kölda, en Thuringe. J'ai fait 400 kilomètres cette nuit. » Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une fatigue abyssale. « J'ai 142 000 marks de crédit sur le dos, monsieur. Mon tracteur est mort pour un tuyau de 30 cm et l'eau monte dans mes champs. Si je repars sans cette pièce, je ne suis pas seulement en panne. Je suis fini. » Hans Peter soupira, croisa les bras et étudia le visage de l'homme en face de lui. Il vit la désespérance, mais aussi cette dureté particulière des hommes de l'Est qui avaient appris à survivre quand tout s'effondrait. Le magasinier jeta un coup d'œil furtif vers le bureau de son superviseur, puis se pencha en avant, baissant la voix. « C'est une conduite pour un cumin si c'était, n'est-ce pas ?»« Oui, » souffla Bernd. « Attendez là, et ne touchez à rien. » Hans Peter disparut dans les allées interminables de rayonnage. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Bernd entendait le cliquetis des chariots élévateurs, le rire lointain d'employés qui discutaient de leurs vacances au ski. C'était un autre monde, un monde où une pièce cassée n'était qu'un numéro de référence, pas une tragédie existentielle. Hans Peter revint 10 minutes plus tard. Il tenait un petit tube en acier, encore emballé dans son plastique gras, avec une étiquette KZH rouge vif. Il le posa sur le comptoir, mais ne le lâcha pas. Officiellement, je n'ai pas le droit. Mais on va dire que c'est un retour de garantie pour le stock de Weber. Ça fera 60 marks, en liquide, et je ne vous ai jamais vu. Bernd sortit les billets froissés de sa poche, ses dernières liquidités pour le mois. Lorsqu'il prit la pièce, ses doigts frôlèrent ceux du magasinier. C'était froid, dur, réel. « Merci », dit-il simplement. Hans Peter hocha la tête, un bref signe de solidarité entre hommes de la mécanique, par-delà les idéologies. « Bonne chance avec l'eau, camarade !» Bernd courut presque jusqu'à sa voiture. Le retour fut une course contre la montre. Le ciel, qui était gris le matin, vira au noir d'encre à mesure qu'il approchait de l'est. Les essuie-glaces de la Wartburg battaient la mesure d'une panique montante, peinant à évacuer les trompes d'eau qui s'abattaient sur le pare-brise. Il tenait la conduite d'injection sur le siège passager comme une relique sacrée. Il avait la pièce. Il avait l'outil. Mais il ignorait encore que la véritable épreuve ne faisait que commencer, car à Kölda, la rivière Östrü sortait de son lit. Le retour à Kölda, peu après minuit, ne fut pas un soulagement, mais une plongée immédiate dans le chaos. Lorsque les phares jaunâtres de la Wartburg percèrent l'obscurité à l'entrée du village, ils n'éclairèrent pas des rues endormies,
mais d'un balai sinistre de gyrophares bleus se reflétant sur une eau noire et bouillonnante. La rivière instru, d'ordinaire un cours d'eau paresseux serpentant à travers la plaine thuringienne, s'était transformée en un monstre brun et écumant. Gavée par des jours de pluie torrentielle, elle ne coulait plus. Elle chargeait, menaçant d'engloutir tout ce qui se trouvait sur son passage. Bernd gara sa voiture en dérapant dans la cour de la ferme. Il ne prit même pas le temps de rentrer chez lui pour se changer. Trempé jusqu'aux os, grelottant de fatigue et de froid, il courut vers le hangar où le Magnum attendait, silencieux et infirme. À la lueur vacillante de sa lampe torche coincée entre ses dents, il monta la précieuse conduite d'injection rapportée de Neuss. Ses doigts gourds glissaient sur le métal glacé, mais la peur de voir l'eau envahir ses propres terres lui donnait une précision chirurgicale. En 10 minutes, le circuit était clos. Il grimpa dans la cabine, tourna la clé. Le démarreur siffla une demi-seconde et le cumin 6 explosa de vie. Ce n'était plus le ronronnement d'une machine neuve, c'était le rugissement d'une bête réveillée en sursaut, un baryton puissant qui semblait défier le tonnerre qui grondait au-dessus des toits. À peine le moteur avait-il stabilisé son ralenti qu'un coup violent résonna contre le cadre métallique de la porte du hangar. Bernd sursauta. Ce n'était pas Manfred venu achever son œuvre de sabotage. C'était le maire de Kölda, M. Schulze, l'homme, d'habitude si distant, si prompt à éviter le regard du traître, Hoffmann depuis des mois, était méconnaissable. Son imperméable ruisselait, ses cheveux gris étaient collés à son crâne par la pluie, et ses yeux étaient agrandis par la panique pure. Bernd ouvrit la portière de la cabine, laissant le bruit de la tempête envahir l'habitacle insonorisé. « Bernd !» hurla le maire pour couvrir le vacarme du déluge et du moteur. La digue du Grand Angers est en train de lâcher. L'eau lèche déjà le sommet. Cisaron, tout le bas du village, ta ferme et celle de ton père, tout sera sous 2 mètres de boue. Bernd le regarda froidement du haut de son siège pneumatique. « Et alors ? Appelez la brigade. Appelez Manfred et sa nouvelle GmbH. Ils ont 3 Kirovec à cette sens. C'est fait pour ça, non ?» Le maire baissa la tête, humilié par la vérité qu'il devait confesser. « Ils ne peuvent pas bouger. Les Kirovec, Manfred dit qu'ils sont sous séquestre de la Trohan. S'il les sort et qu'il les abîme, il est personnellement responsable. Il refuse de prendre le risque sans ordre écrit de Berlin. Et les camions de pompiers, les W50 sont déjà embourbés jusqu'aux essieux. Ils n'arrivent pas à monter les sacs de sable sur la digue. On a besoin de traction, Bernd, de vraie traction. » Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le claquement régulier de l'essuie-glace du tracteur. L'ironie était mordante, presque cruelle. Le village qu'il avait traité de paria, qui avait sucré son réservoir et souhaité sa faillite, venait maintenant mendier la puissance de ce même tracteur américain qu'il méprisait. Bernd regarda ses mains sur le volant. Il avait 142 000 marks de dette. S'il noyait le Magnum dans le marais qui était devenu la zone inondable, l'assurance ne couvrirait rien. Il serait ruiné définitivement. Manfred resterait au sec avec ses Kirovets immaculés, et lui serait le martyr idiot. « C'est de la folie, Schulze, dit Bernd doucement. Si je verse ce tracteur, je perds tout. Si la digue cède, tu as déjà tout perdu. Bernd !» cria le maire, agrippant l'échelle du tracteur. « Tes voisins, les enfants de l'école, on a besoin de toi. Maintenant !» Bernd ferma les yeux 1 seconde. Il revit le visage haineux de Manfred, le cracha, mais il vit aussi les visages des vieux du village, ceux qui n'avaient rien fait mais qui allaient tout perdre. Il ne pouvait pas être comme eux. Il ne pouvait pas laisser la bureaucratie ou la rancune décider qui survit. Il rouvrit les yeux, et son regard avait changé. Il n'y avait plus de fatigue, seulement une détermination froide. « Écartez-vous » ordonna-t-il en enclenchant le pont avant, et dit aux pompiers de préparer les chaînes. « J'arrive. » Il poussa le levier des gaz. Le Magnum bondit hors du hangar, ses phares de travail perçant la nuit liquide, roulant vers le désastre non comme un sauveur, mais comme un guerrier réticent partant pour sa dernière bataille. La scène qui attendait Bernd au pied de la digue du Grand Angers n'avait plus rien d'humain. C'était un tableau de fin du monde, éclairé par la lumière crue et saccadée des projecteurs de la Feuerwehr. Sous les trompes d'eau qui hachaient la nuit, la plaine inondable s'était transformée en un marécage noir et vivant, un piège de succion mortelle qui avalait tout ce qui osait s'y aventurer. Au centre de ce chaos, un camion IFA W50 des pompiers, chargé à ras-bord de sacs de sable, gisait, le ventre posé sur la boue, ses roues tournant désespérément dans le vide. Le moteur du camion hurlait à l'agonie, crachant une fumée bleue, mais le véhicule de 12 tonnes ne bougeait pas d'1 millimètre. Il bloquait l'unique accès au point de rupture de la digue. Les hommes criaient, poussaient, glissaient, leurs visages déformés par l'épuisement et la boue. Sans ce sable,
l'eau passerait dans l'heure. « Poussez-vous » hurla Bernd par la fenêtre entr'ouverte, sa voix couvrant à peine le vacarme de la tempête. Les pompiers s'écartèrent, regardant avec incrédulité le monstre rouge qui avançait vers eux. Bernd sentit le Magnum s'enfoncer. Le sol sous ses pneus n'était plus que du pudding. Il n'y avait aucune adhérence naturelle. C'était maintenant une guerre mécanique pure, la technologie contre les éléments. Il manœuvra en marche arrière jusqu'au pare-choc du camion lisé. Un pompier, trempé jusqu'aux os, rampa dans la fange pour accrocher une chaîne en acier massif au crochet de remorquage du case. Bernd prit une profonde inspiration. L'air de la cabine sentait la sueur froide et le plastique chaud. Il regarda ses instruments. Température moteur, normale. Pression d'huile, optimale. Il posa sa main sur le commutateur du blocage de différentiel et l'enclencha. Un voyant orange s'alluma sur le tableau de bord, confirmant que les 4 roues allaient désormais tourner à la même vitesse, solidaire, transformant le tracteur en un bélier inarrêtable. Il passa le levier de la transmission Power Shift en 4e vitesse, gamme basse. Il ne fallait pas de vitesse, il fallait du couple. Du couple brut, américain, capable d'arracher un bunker de ses fondations. Il commença à accélérer doucement. La chaîne se tendit avec un bruit sec, vibrant comme une corde de violon prête à rompre. Le Magnum s'accroupit sur son train arrière. Bernd sentit les crampons des pneus Goodyear de 42 pouces chercher, gratter, mordre la couche d'argile du renfoui 1 mètre sous la boue liquide. Le moteur cumin changea de ton. Ce n'était plus un grondement, c'était un hurlement de rage. Une colonne de fumée noire, dense et grasse, jaillit de l'échappement chromé, fouetté par la pluie. Le châssis vibrait si fort que les dents de Bernd s'entrechoquaient. Devant lui, l'IFA W50 semblait soudé au sol par la succion de la boue. « Allez !» murmura Bernd, « ne me lâche pas maintenant. » Il écrasa l'accélérateur. Le turbo siffla à la limite de la rupture. Et soudain, avec un bruit de succion écœurant, la terre relâcha sa prise. Le camion bougea. 10 centimètres, puis 50, puis 1 mètre. Le Magnum, tel un remorqueur de haute mer tirant un pétrolier échoué, traîna le camion hors de l'enfer de boue jusqu'à la partie plus ferme de la digue. Les pompiers levèrent les bras, hurlant une victoire que personne n'entendit. Mais Bernd n'avait pas fini. « Les pompes » cria le chef des pompiers en désignant 3 énormes pompes submersibles industrielles qui gisaient sur le bas-côté, trop lourdes pour être déplacées à bras d'homme. Les vieux LT 323 de la coopérative, avec leurs circuits hydrauliques anémiques débitant à peine 50 litres par minute, auraient mis un temps fou à les lever, le moteur hurlant à plein régime pour compenser la faiblesse des vérins. Bernd recula, connecta les flexibles. Le système hydraulique du Magnum, avec sa pompe à cylindrée variable débitant 106 litres par minute, réagit instantanément. Il leva les monstres d'acier comme s'ils étaient en polystyrène, avec une fluidité déconcertante, et les positionna au centimètre près au-dessus de l'eau noire. Alors qu'il s'essuyait le front, tremblant de l'effort nerveux, Bernd tourna la tête vers la route en surplomb. Une silhouette se tenait là, immobile sous un parapluie noir, à l'abri, au sec. C'était Manfred. L'ancien brigadier regardait la scène. Il regardait le Magnum couvert de boue, fumant dans la pluie, et il regardait Bernd. Il n'y avait plus de crachat, plus de mépris. Manfred savait lire une machine et un homme au travail. Il savait que ce qu'il venait de voir, cette puissance brute mise au service de la communauté, aucun de leurs vieux tracteurs n'aurait pu l'accomplir. Lentement, Manfred leva sa main droite à la hauteur de la visière de sa casquette. Ce n'était pas un salut militaire, ni un geste d'amitié chaleureuse. C'était une reconnaissance, froide et silencieuse. Le respect du guerrier pour celui qui est descendu dans l'arène pendant que les autres regardaient depuis les tribunes. Bernd soutint son regard une seconde, puis enclencha la marche avant. La nuit n'était pas finie, et l'eau montait encore. Juillet 1992 s'abattit sur le bassin de Thuringe non pas comme une saison, mais comme une punition biblique. La chaleur était une entité physique, une chape de plomb vibrant qui faisait trembler l'horizon et transformait l'air en une soupe poussiéreuse et suffocante. Sur les terres du Grand Angers, le blé se dressait, doré et lourd, attendant la faux mécanique. Pour Bernd Hoffmann, cette moisson n'était pas simplement une récolte agricole, c'était l'échéance finale de sa survie. Il devait livrer 500 tonnes de blé de qualité supérieure à la coopérative Réfaisan avant la fin de la semaine pour honorer la caution exigée par la Truand. Chaque grain comptait, chaque minute était une pièce d'or dans le sablier de sa dette. Bernd était enfermé dans la cabine du Magnum, isolé de la fournaise extérieure par le ronronnement du climatiseur, mais il suait à grosses gouttes. Il tirait une remorque lourdement chargée, le moteur cumin grondant à pleine puissance pour arracher la charge à la terre meuble. Ses yeux étaient rivés sur les indicateurs numériques, scrutant la moindre anomalie. Tout semblait normal,
jusqu'à ce que le tracteur aborde une légère montée. Cela commença par un bruit insidieux, un feulement aigu qui ne venait pas du moteur, mais dessous le siège, là où reposait la transmission complexe du géant américain. Puis, il y eut un à-coup violent, comme si une main invisible avait saisi l'attelage pour le retenir. Le moteur s'emballa, le contour bondissant vers la zone rouge, mais la vitesse, elle, s'effondra. Le tracteur n'avançait plus. Il patinait, non pas sur le sol, mais à l'intérieur de lui-même. Sur le tableau de bord, une lumière rouge s'alluma, clignotant avec une urgence malveillante. Pression de transmission critique. Bernd écrasa la pédale de frein, le cœur battant à tout rompre. Le silence qui suivit l'arrêt du moteur fut pire que le bruit. Il n'y avait plus que le tic-tac du métal surchauffé et le chant strident des cigales. C'est cette logique implacable qui l'avait conduit, en février 1991, chez un concessionnaire de l'Ouest, près de Cassel. Il s'était senti comme un cosmonaute débarquant sur une planète étrangère. Le vendeur, un type lisse à la chemise immaculée nommé M. Weber, avait immédiatement flairé que Bernd n'avait aucune notion des prix occidentaux ou des subtilités du leasing. Weber avait tapoté l'aile du Magnum 7120 d'occasion avec une tendresse presque obscène. « Monsieur Hoffman, avait-il dit, ceci n'est pas une machine, c'est de l'art en fer américain. Moteur cumin de 8,3 litres, 6 cylindres turbo, 155 chevaux à la prise de force, transmission full power shift avec 18 rapports avant. Vous labourez pendant que vos anciens collègues sont encore en train de purger les pompes d'injection de leurs étés avec la bouche. » La promesse était enivrante, mais le prix fut un choc qui coupa presque le souffle à Bernd. 142 000 Deutschmarks, pour un modèle de 1988 affichant près de 3 000 € au compteur. Une fortune. À titre de comparaison, un ouvrier moyen en Thuringe gagnait à peine 1200 marks par mois à cette époque. Pourtant, Bernd Hoffman avait signé le contrat de crédit à la Raiffeisenbank nouvellement ouverte. Sa main tremblait tellement que le banquier, un jeune homme aux lunettes fines, lui avait proposé un verre d'eau. Le taux d'intérêt était fixé à 9,5%, un taux meurtrier qui ne tolérait aucune erreur, aucun retard, aucune mauvaise récolte. Pour obtenir ce prêt, Bernd avait tout hypothéqué, la terre de ses ancêtres, la maison de ses parents, son passé et son avenir. Il avait mis sa vie entière en gage sur le rouge. C'était pour cela qu'il se tenait là aujourd'hui, le dos raide face au crachat de Manfred. Il ne pouvait plus reculer. Il n'avait pas acheté un tracteur par vanité, il avait acheté le droit de ne pas mourir avec le vieux monde. Lorsque les pneus arrière massifs du Magnum, larges comme des tonneaux de bière, touchèrent enfin le pavé inégal de la cour, une vibration sourde se propagea dans le sol, remontant à travers les semelles usées des bottes de Bernd. Le chauffeur du camion, un homme à la moustache fournie, lui tendit les clés avec un clin d'œil complice, comme s'il lui remettait l'arme d'un crime parfait. « Bonne chance, camarade. Avec ça, tu vas retourner la moitié de la Thuringe avant le petit déjeuner. » Le camion repartit, laissant Bernd seul face à la bête. Il posa la main sur l'échelle d'accès. Le métal était froid, solide, sans le moindre jeu. Il grimpa les marches, non pas comme un paysan montant sur son tracteur, mais avec la gravité d'un pilote rejoignant son cockpit. Il ouvrit la portière. L'intérieur sentait le plastique neuf, le vinyle et une pointe d'huile synthétique, une odeur clinique, radicalement différente des remubles de graisse rance et de poussière de charbon qui imprégnaient les cabines des Ettor ou des Fortschritt. Il s'assit. Le siège, une merveille de technologie à suspension pneumatique, s'affaissa doucement sous son poids avant de se stabiliser avec un chuintement respectueux, épousant la forme de son dos comme un fauteuil de direction. Bernd ferma la portière. Le bruit du monde extérieur, le vent, les oiseaux, les murmures du village, fut instantanément coupé, remplacé par un silence ouaté, hermétique. C'était la première fois de sa vie qu'il se sentait isolé, protégé, non plus victime des éléments, mais maître de son environnement. Devant lui, le tableau de bord s'étendait, ergonomique et logique. Pas de levier récalcitrant qu'il fallait manœuvrer à deux mains, pas de pédale dure comme de la pierre. Le levier de la transmission full power shift tombait naturellement sous sa main droite, une simple commande qui promettait de dompter la terre sans jamais débrayer. Il inséra la petite clé dans le contact et la tourna. Le démarreur émit un sifflement électrique, bref et net, suivi immédiatement par l'éveil du monstre. Le moteur cumin 6 était de 8,3 litres n'explosa pas dans un vacarme de ferraille entrechoquée comme les vieux diesels de l'Est, qui toussaient des nuages noirs avant de trouver leur rythme. Non, le 6 cylindres américain s'anima avec une précision presque turbinaire. C'était un grondement profond, une basse continue et veloutée qui faisait vibrer le châssis d'une force contenue. L'aiguille du contour bondit et se stabilisa instantanément. 155 chevaux attendaient, dociles, ne demandant qu'à être libérés.
Bernd sentit cette puissance résonner dans sa propre poitrine, une fréquence qui annulait la peur pour ne laisser place qu'à une ivresse pure. Mais lorsqu'il leva les yeux, par-delà le capot rouge qui s'étendait devant lui comme la proue d'un brise-glace, il vit son père. Karl Hoffmann se tenait près de l'étable, appuyé sur sa canne en bois de frêne. À 70 ans, Karl était un livre d'histoire vivant. Il avait survécu à la guerre, à l'expropriation par les Soviétiques, à la collectivisation forcée des années 50, et maintenant, il assistait à ce retour brutal au privé. Dans ses yeux délavés, Bernd ne lut aucune fierté. Il n'y vit qu'une inquiétude abyssale, plus profonde que les rides qui ravinaient son visage. Bernd coupa le contact. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Il ouvrit la porte et se pencha. « C'est l'avenir, papa » lança-t-il, sa voix trahissant une pointe de défi alors qu'il tapotait le volant gainé de cuir. « Écoute ce moteur. » Il ne fume même pas. Karl s'approcha lentement, traînant la jambe, et posa sa main noueuse sur l'énorme pneu avant, comme s'il touchait une bête sauvage endormie. « L'avenir a une couleur rouge. Oui, mais elle ne vient pas de Moscou cette fois. Elle vient d'Amérique, » murmura le vieil homme en secouant la tête. « Les gens au village, Bernd, ils disent que tu as pactisé avec le diable. Ils disent que tu veux t'élever au-dessus d'eux, que tu as trahi le collectif dans lequel nous avons tous souffert et survécu ensemble. Tu crois qu'ils vont oublier ça? Le collectif n'existe plus, » cria presque Bernd, la frustration de ces derniers mois remontant à la surface. Manfred et les autres sont assis au bistrot à attendre des indemnités de la Truand qui ne viendront jamais. Ils attendent un miracle. Moi, je n'attends pas. Je travaille. Quand j'aurai fini avec ce magnum, mon blé sera en terre alors que leurs Fortschritt seront encore en train de s'embourber. Ils ne te le pardonneront pas, fils, répondit Karl en reculant d'un pas, comme si la chaleur du moteur le brûlait. Tu as la machine, c'est vrai. Mais est-ce que tu as encore un village? Bernd ne répondit pas. Il remonta à la vitre, s'enfermant à nouveau dans sa bulle climatisée, seul avec ses 155 chevaux et ses dettes. La première nuit à Kulda après l'arrivée du KZH Magnum ne fut pas une nuit de repos, mais une veillée d'armes. Bernd Hoffmann gisait, les yeux grands ouverts, dans son lit étroit à l'étage de la vieille ferme. Il fixait le plafond où dansaient les ombres des nuages passants, tandis que dehors, le vent de Turin sifflait lugubrement entre les tuiles disjointes. Mais ce n'était pas le vent qui nouait son estomac. C'était le silence. Un silence anormal, lourd, presque menaçant, qui s'était abattu sur le village dès que le moteur du géant rouge s'était tu. Il savait que personne ne dormait vraiment cette nuit-là. La jalousie et la peur tenaient le village éveillé, tout comme les dettes tenaient Bernd en alerte. Mars 2001. Une décennie s'était écoulée depuis que les pneus du KZH Magnum 7120 avaient marqué pour la première fois la boue de Kulda. Le printemps en Thuringe avait perdu cette odeur âcre de lignite et de décomposition qui caractérisait l'après-mur. Désormais, l'air sentait le colza et le profit. Sur le plateau du Grand Angers, là où Bernd avait failli tout perdre, des éoliennes blanches brassaient paresseusement le ciel et des silos en aluminium étincelant avaient remplacé les hangars décrépits de l'ancienne coopérative. Bernd Hoffmann se tenait appuyé contre l'aile arrière de son tracteur. Le géant rouge portait les cicatrices de 10 années de guerre. La peinture était devenue mate, les autocollants s'écaillaient et le compteur d'heures affichait fièrement 11 450 unités. Chaque heure était une victoire sur la faillite, sur la météo et sur le mépris. Un nuage de poussière blanche annonça l'arrivée de la nouvelle menace. Ce n'était plus une Lada verte de la Truand, ni un camion de pompiers embourbé. C'était une Mercedes classe S noire, silencieuse et immaculée. Elle s'arrêta à hauteur du champ. Un homme en sortit, ajustant un costume sur mesure qui valait probablement plus que la valeur résiduelle du Magnum. C'était le docteur Krohn, représentant d'un fonds d'investissement agricole, une de ces agrafabricaines qui rachetaient les hectares par hectare pour en faire des usines à ciel ouvert. « Monsieur Hoffmann », dit Krohn avec un sourire aussi lisse que sa carte de visite. « Soyons réalistes. L'époque des pionniers romantiques est révolue. Vos coûts de structure sont trop élevés. Nous vous offrons une sortie honorable, une retraite dorée en Espagne. Votre fils Mathias n'a pas besoin de s'enterrer ici avec ce vieux tas de ferraille. » Il désigna le Magnum d'un geste dédaigné. Bernd caressa le métal chaud du capot. Il sentait encore les vibrations du moteur cumin, ce cœur de fonte qui avait pompé la vie dans cette ferme quand tout le monde la croyait morte. Il regarda Krohn, puis il regarda vers le village. Il vit le toit de la maison de Manfred, son ancien ennemi, devenu son plus fidèle allié. « Ce n'est pas un tas de ferraille, docteur, » répondit Bernd calmement. « C'est la raison pour laquelle vous pouvez manger votre pain ce matin. Et Mathias ne veut pas de votre argent. Il veut cette terre, parce qu'elle a notre sang dedans, pas juste des engrais chimiques.
Le soir même, l'auberge du Thüringer Hof était pleine à craquer. Mais l'ambiance n'était plus celle de la peur de 1991. Bernd, Manfred, désormais retraité et voûté, et les autres fermiers du canton étaient assis autour des lourdes tables en chêne. Ils avaient tous reçu la visite de Kron. La tentation de vendre était grande, mais le souvenir de leur lutte commune l'était encore plus. « On ne vendra pas », déclara Bernd, sa voix résonnant dans le silence. On a survécu à la planification socialiste, on a survécu au chaos de la Trohan, et on a survécu aux escrocs de l'Ouest. On ne va pas laisser des banquiers de Francfort nous dire comment cultiver notre blé. Cette nuit-là, une nouvelle coopérative vit le jour. Non pas une obligation d'État, mais une union libre d'hommes libres, mutualisant le matériel moderne tout en gardant leur indépendance. Le Magnum 7120 tira encore sa charrue pendant 3 saisons, jusqu'à ce que Mathias, diplômé et fier, prenne officiellement les rênes de l'exploitation avec une flotte de tracteurs guidés par satellite. Mais le vieux guerrier rouge ne fut jamais vendu. Aujourd'hui, si vous passez par Kölda, regardez à travers la grande baille vitrée du nouveau hangar des Hoffmann. Il est là, restauré, rutilant, repeint dans ce rouge flamine raide qui avait tant choqué le village. Il ne travaille plus, mais il veille. Il est le témoin silencieux d'une époque où le courage se mesurait en couple moteur et où la solidarité valait plus que n'importe quel contrat bancaire. Bernd Hoffmann a prouvé qu'un homme seul peut changer le cours des choses, à condition d'avoir la bonne machine et, finalement, les bons amis. C'était l'histoire d'un tracteur, oui, mais surtout celle d'une réconciliation. Si, vous aussi, vous vous souvenez de cette époque sauvage, de ces années 90 où tout était possible et où tout pouvait s'effondrer en une nuit, si vous avez connu la boue, le froid des ateliers mal chauffés et la fierté de la première récolte libre, alors cette histoire est la vôtre. Ne laissez pas ces souvenirs s'effacer sous le béton des temps modernes. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo pour honorer ceux qui ont nourri le pays quand il avait faim, et dites-moi en commentaire, quelle machine a sauvé votre ferme? À la prochaine, pour une autre page de notre histoire commune.